Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est un honneur et un privilège de me tenir devant vous aujourd'hui à l'occasion de cette réunion cruciale qui vise à explorer de manière approfondie la place des femmes dans la gouvernance mondiale. Comme l'a souligné Mahatma Gandhi, l'émancipation des femmes est la clé pour construire un monde équilibré. En cette journée internationale des droits des femmes, nous sommes appelés à plonger dans les profondeurs de la complexité de cette situation. Alors, nous ne devons pas oublier de rendre hommage à tous celles ou ceux qui se sont battus pour l'établissement de l'égalité de droits des hommes et des femmes. Entre autres, cette journée de 8 mars est due à la grève qu'ont fait les ouvrières d'une usine de textile à New York en 1908. Et il y a eu un incendie après, et comme ils étaient enfermés, donc ils ont péri malheureusement dans cet incendie. Alors moi, je pensais parler un peu, avec un peu plus de détails de la situation de différents pays, mais j'ai vu que ça a été en gros évoqué, et de plus, le problème est commun à toutes les femmes du monde et à tout le monde. Alors, je passe un peu de l'explication que j'avais un peu la situation en Afrique, vous avez évoqué. Dans certains pays de l'Europe, c'est pas encore respecté. L'égalité entre les femmes, les écarts salariaux des hommes et des femmes, même en Allemagne, Angela Merkel l'avait rappelé, n'est pas respecté. Aux États-Unis non plus, et puis en Asie et au Japon, en dépit de progrès continus de faire face à des défis liés à la représentation des femmes dans les sphères dirigeantes, Chizuko Yonua souligne que la lutte pour l'égalité des sexes transcende les frontières et exige une remise en question constante des normes culturelles. Donc en France, malgré tout, sachant qu'en fait il y a les lois, il y a les droits, mais il y a quand même, les hommes ils gagnent 24,4% de plus que les femmes. Alors évidemment moi je vais aller directement, il y a certains règlements par rapport à l'égalité des femmes et des hommes qui, même aux États-Unis, ont pris du temps pour être mis en application, le droit de vote, le droit d'avoir un chéquier, etc., et puis d'avoir quelque chose en son nom dans ce sens-là. Alors, je commence déjà un peu à énumérer les principales causes des inégalités entre les gens. Les genres. Et puis après je dirai les solutions qu'on peut apporter rapidement pour pouvoir parler un tout petit peu des conditions des femmes, un petit historique rapide en Afghanistan. Il y a beaucoup de choses que notre chère amie Patricia Lalonde a déjà évoquées. Peut-être j'apporterai quelques éléments aussi complémentaires parce que n'a pas souhaité aller dans les détails parce qu'elle n'avait pas le temps. Alors donc, les principales causes des inégalités, alors la discrimination basée sur le genre. Alors, les attitudes et les croyances traditionnelles. Beaucoup d'effets sur les inégalités. La tradition, les normes sociales, les us et coutumes, les habitudes aussi, qui peuvent varier en fonction des pays et même des bleds. Dans certains dans les pays où il y a différentes ethnies, ils ont les différentes us et coutumes. Alors, discrimination au travail, on en a parlé. Et puis charge de travail domestique qui est sur les épaules, qui pèse sur les épaules des femmes. Il ne faut pas le négliger.
parce que la femme, avant, bon, ils étaient obligés de s'occuper de la gestion de la famille, et aujourd'hui, maintenant, il doit porter aussi la charge de la famille plus le travail. Donc, les deux en même temps. L'inégalité en matière d'accès limité à l'éducation, qui est extrêmement important. Comment voulez-vous qu'on puisse former, éduquer des enfants comme il le faut si la maman n'est pas éduquée? L'éducation pour les hommes et les femmes, c'est obligatoire, mais pour les femmes encore plus, ça peut avoir des conséquences assez importantes. Il y a aussi la violence basée sur le genre, vous en avez parlé en Afrique, et ça a lieu aussi dans d'autres pays. Vous en avez parlé aussi, ça a eu lieu en Afghanistan. Pendant 40 ans, il y a eu des situations assez complexes que les Afghans et les Afghans ont vécu, et particulièrement les Afghans. Alors, la politique et loi discriminatoires. Évidemment, si la loi, même si elle existe, si elle n'est pas appliquée, ça ne sert à rien. Donc, il faut l'appliquer. Donc, la gouvernance est extrêmement importante pour pouvoir mettre en application les lois qui ont été prévues. L'écart salarial, on en a parlé. Les institutions, elles sont extrêmement importantes aussi dans tous les pays qui peuvent apporter des problèmes. Alors, donc, disons, pour supprimer les discriminations envers les femmes, il faut éliminer les causes que je viens de vous citer. Et pour donner une autonomisation quand même aux femmes. Alors là, il faudrait transformer beaucoup de choses. C'est la politique de la représentation équitable qui est extrêmement importante, et puis lutte contre discrimination au niveau institutionnel et renforcer les lois, renforcer les institutions. Il faut un programme d'autonomisation économique des femmes, la sensibilisation et éducation culturelle qui est extrêmement importante, et il faut mettre l'accent là-dessus. Alors, ensuite, la transformation des normes sociales, dont une des causes, il faut aussi mettre l'accent là-dessus, mais ce n'est pas facile à changer cela et changer donc la mentalité et l'opinion des gens. Ça prend du temps. Je reviendrai là-dessus sur l'Afghanistan. On a parlé aussi pour l'égalité salariale aussi, et puis les pénalités, mettre une politique de pénalité quand ce n'est pas appliqué, et si ce n'est pas puni, eh ben, on se permet de faire ce qu'on veut. Ça, c'est extrêmement important. Accès à la santé, c'est important parce qu'il y a certains pays où les femmes n'ont pas accès à la santé. Je viendrai là-dessus en Afghanistan où les talibans disent les femmes ne feront pas d'études supérieures s'il n'y a pas de médecin et que leur femme est malade, où est-ce qu'ils vont? Par qui ils vont les faire? On ne va pas les soigner, on les laisse mourir? Non, il faut trouver la solution. Il faut aussi combattre la violence de genre. Là, vous avez évoqué aussi les problèmes, et ça, il faut aussi prendre des décisions par la loi pour essayer de pénaliser ceux qui ne respectent pas ces lois. Donc, il faut aussi des dialogues, il faut aussi un engagement gouvernemental pour ça. Il faut aussi encourager les médias à promouvoir les images non stéréotypées des femmes, soutenir et promouvoir la création culturelle qui célèbre l'émancipation des femmes, encourager la participation politique, encourager la participation active des femmes dans la politique en facilitant leur accès aux postes électifs, sensibiliser à l'importance de la représentation égale des sexes dans les gouvernements. Ça, c'est extrêmement important. Alors, ces mesures combinées peuvent contribuer à créer un environnement
où les droits des femmes et des hommes sont équilibrés et où la gouvernance mondiale reflète la diversité et l'équité. Pour pouvoir mettre en place ces principes, il faudrait un gouvernement et un système qui puissent, en fonction de tous ces facteurs, mettre en place des processus adaptables correspondants. Pour notre pays, par exemple, pour l'Afghanistan, qu'est-ce qu'on fait? Pour pouvoir y parvenir, donc il faut une puissance. Quelle puissance? Une puissance nationale déjà, et puis d'un autre côté, il faudrait une pression des instances internationales pour pouvoir y parvenir. Alors, on peut se battre une personne ou deux personnes ou un groupe, mais ça ne va pas donner un résultat tout de suite, mais ça a toujours été la mobilisation de l'opinion de l'ensemble. Et à ce sujet, c'est pour cela qu'aujourd'hui, avec le système, quelqu'un avait dit les talibans ont été sachés, tout ça pour ça, c'est-à-dire chassés pour revenir, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas assez formés, ils n'étaient pas prêts, ils ont eu 20 ans pour se préparer, et une fois que l'Amérique a considéré qu'ils étaient prêts, alors on les a ramenés. Alors je ne sais pas, Patricia, si tu te rappelles, j'avais écrit un papier avec 18 points, comme quoi la coalition, la force de la coalition internationale ne doit pas quitter l'Afghanistan tant qu'il y avait ces 18 points ne sont pas respectés. Je te l'ai donné en main propre pour la communauté européenne. Tu étais à l'époque là-bas. Et puis je donnais aussi la même chose en langue persane à la première dame, Madame Ghani, en main propre. Je lui ai donné. Alors, ça n'a servi strictement à rien. Quand on, voilà. Même si vous avez des choses extrêmement importantes et intéressantes à dire, à partir du moment où vous devenez des vendeurs de miroirs dans les pays des aveugles, eh bien, ça ne servira pas à grand-chose. Alors, donc, moi, je dirais l'Afghanistan, je vais résumer, peut-être j'ai un peu de temps, pour résumer l'histoire de l'Afghanistan, l'émancipation. En 1919, l'Afghanistan a eu, qui était utilisé comme un protectorat entre l'Inde, qui était l'oiseau doré des Britanniques, et les tsars russes. À ce moment-là, donc en 1919, le roi Amanullah a obtenu l'indépendance totale de l'Afghanistan, et comme il avait voyagé en Europe, quand il est revenu, il a voulu envoyer des filles et des femmes en Europe pour étudier, même des garçons. Et un certain nombre de gens, je les connais, bon, il y en a qui sont décédés. Il y avait aussi mon oncle, parmi ces gens-là, un oncle qui est devenu ministre des Travaux publics, et puis aussi le président Daoud, qui était son ami, et il a fait donc ses études aux Ponts et Chaussées de Paris. Alors, donc ils ont fait beaucoup de choses pour l'Afghanistan. Et à partir du moment, comme les Britanniques étaient contre Amanullah, ils ont utilisé la religion pour essayer de engendrer la révolte. Et ils ont fait des photos, montage de photos à nu avec la tête des filles des gens, en disant voilà, ils ont envoyé vos filles pour faire ça. Et donc il y a eu une révolte, etc. Et le roi ne s'est pas battu. Il a quitté l'Afghanistan, il a dit je ne suis pas venu pour verser le sang de mon peuple, je quitte, il est parti. Et puis en 1933, il y a eu le roi Zahir Shah qui est arrivé, et là petit à petit en 1964 il y a eu la constitution, et ensuite il y a eu les femmes qui ont dû enlever la voile pour la première fois, c'était les femmes des ministres. Et comme j'avais mon père était secrétaire d'État et j'avais 2 oncles qui étaient ministres, ils ont enlevé leur voile, ils sont allés, je me rappelle très très bien. Et ensuite c'était étendu au niveau des étudiantes, l'université.
j'avais mes sœurs, oui, à l'époque, et puis ils ont ensuite au niveau des écoles, et petit à petit comme ça, et après il y a eu un parlement, les élections, et ça a commencé à aller tout doucement vers... Et en 73, il y a eu le coup d'État des communistes, enfin de Daoud, le cousin, avec les communistes qui étaient derrière, qui l'ont poussé à faire ça. Et là, jusqu'à 78, ça allait quand même, mais en 78, le coup d'État des communistes, et là aussi, les droits des femmes commençaient vraiment à s'améliorer, la situation, et donc tu connais tout, les trucs, et puis à l'époque des communistes aussi, ça allait, hein, il y avait cette liberté des femmes, les droits, etc. Mais malheureusement, là aussi, donc on est tombé dans une situation du communisme contre le capitalisme et la guerre froide. Et l'Afghanistan a été sacrifié par sa situation stratégique et géopolitique. Alors, donc, après, il y a eu la résistance qui était aidée par les États-Unis, et ensuite il y a eu la chute des communistes, les talibans qui sont arrivés, et là c'était vraiment catastrophique parce qu'il y a eu beaucoup de morts, et puis vu la situation dure, alors les talibans sont arrivés, qui ont été formés, derrière il y a encore des choses, et puis ensuite la chasse le 9 septembre, les 2 tours de New York, et ensuite l'Amérique, l'intervention et la chasse, et ensuite les 20 ans, et pendant ces 20 années, il y a eu plus de 2000 milliards de dollars qui ont été versés, on ne sait pas où ils sont allés, et puis il y a eu de la corruption et beaucoup de problèmes qui ont engendré à nouveau, c'était les mêmes personnes qui étaient au pouvoir hein, que les Moudjahidines à l'époque de 92 entre 80. Et donc là, ça a engendré le retour des talibans avec l'accord de notre grand-oncle, oncle Benz. Voilà. Et puis, on voit maintenant la situation, c'est dur, mais pour pouvoir se battre, il y a soit par la guerre, par voie de la guerre, ou par la voie de la négociation pacifique, comme avait dit Churchill, il vaut mieux une négociation constructive de 10 ans que 10 minutes de la guerre destructive. Alors nous, le grand National Unity of Afghanistan, on avait un grand mouvement en 2000, on l'a prononcé en juillet 2001, et un mois après, il y a eu les talibans qui sont arrivés, et puis là, on a continué à réunir, on a réuni à peu près plus de 20 à 25 grands mouvements, on l'a annoncé il y a à peu près une quinzaine de jours, et qui sont constitués de beaucoup de formations, beaucoup de groupes, beaucoup d'associations qui se trouvent dans beaucoup de provinces de l'Afghanistan et non pas à l'étranger. Alors là, je vais faire ma conclusion. Alors je dis, messieurs, dames, nous sommes à un moment charnière de l'histoire où notre engagement envers l'égalité des sexes peut forger un avenir plus équitable et inclusif. Comme le disait Nelson Mandela, il est de notre responsabilité de changer le monde pour le rendre meilleur, plus juste pour tous. Ensemble, œuvrons pour un monde où chaque femme peut pleinement exercer son potentiel et contribuer à la gouvernance mondiale de manière significative. Je dirais que je m'adresse encore une fois nos remerciements, parce que je parle au nom de toutes ces formations, à Monsieur le Président Razdin et toute l'équipe de l'Académie géopolitique pour l'organisation des conférences ô combien nécessaires pour réveiller et éveiller les consciences et l'opinion publique afin que nous puissions un jour vivre tous ensemble dans la paix et dans la sérénité, les uns aux côtés des autres, dans la joie et dans le bonheur. Une chose qu'il ne faut pas oublier. Merci beaucoup. Une chose, c'est important, c'est très important. Alors, les femmes, quand ils réclament les droits des femmes, moi je pense que c'est pas un privilège qu'on doit vous donner. C'est pas un droit des femmes, c'est un droit humain, parce que vous êtes des êtres humains. Il y a des êtres humains qui ont des droits, mais vous ne l'avez pas. Pourquoi? C'est pas parce que vous êtes une femme.
alors que je sais que vous avez plus de mérite, parce que ce sont les femmes qui portent les hommes pendant 9 mois, et ensuite, avec tout le malheur qu'ils vivent, avec les moments des nuits qu'ils veillent pendant que leur enfant est malade, etc. Merci Donc vous beaucoup. avez beaucoup de mérite, et Merci on bien. essaiera d'aller Merci bien. de vous soutenir jusqu'au bout.